avec les présentations. Donc la prochaine, c'est celle de Baptiste, voilà, qui va nous parler de la résistance bactérienne aux bactériophages. Merci beaucoup. Moi je suis Baptiste Gaborio, je suis médecin également, donc réanimateur à la PHP, et je travaille comme dit Laurent, puisque une bonne partie de ces travaux ont été faits en collaboration avec Laurent, sur de la recherche translationnelle pour essayer de mieux comprendre les paramètres clés à l'efficacité de la phagothérapie pour pouvoir ensuite l'emmener au lit du patient en clinique. Je vais aller rapidement parce que tout ça, ça a déjà été présenté. Donc la phagothérapie, c'est l'utilisation des propriétés lytiques des bactériophages, les virus qui ciblent spécifiquement les bactéries comme agents thérapeutiques. Ça a été montré de nombreuses fois dans de nombreux modèles comme efficace, et notamment pour les pathogènes les plus résistants qui sont les plus problématiques chez l'homme, donc ce qu'on appelle les escapes, les entérobactéries, les staph, Phyllocoque aureus, les Pseudomonas aeruginosa, l'Acinetobacter baumannii en particulier, dans de nombreux modèles animaux. Moi, en tant que réanimateur, ce qui nous intéresse, c'est en particulier les pneumonies, parce que les patients sous assistance respiratoire font de nombreuses infections respiratoires, et ce sont parmi les patients à l'hôpital qui sont le plus soumis à la pression de sélection des antibiotiques, et en particulier vont développer des pneumonies dites acquises sous ventilation mécanique et qui grèvent beaucoup le pronostic chez ces patients. Et Laurent vient de vous en parler. Un des facteurs clés du succès de la phagothérapie, on le sait, c'est la synergie entre le système immunitaire et les phages, et qu'une partie de nos patients en réanimation, en fait, ont une immunodépression, soit parce qu'ils viennent pour des pathologies immunodéprimantes, soit parce que les infections sévères auxquelles ils sont soumis induisent une immunodépression au cours du séjour en réanimation. Et une partie du facteur de risque d'échec du traitement est la saturation du système immunitaire qui favorise l'émergence de résistances bactériennes aux phages thérapeutiques, et notamment ensuite si le système immunitaire, qui est le seul acteur pouvant contrôler la croissance de ces bactéries résistantes, est déjà complètement saturé, eh bien malheureusement les phages seuls ne pourront pas agir, et donc il y aura un échec de la phagothérapie. Alors, ce que l'on sait actuellement de la résistance bactérienne aux bactériophages n'est connu que par des données in vitro, c'est-à-dire essentiellement que, on l'a déjà montré dans plusieurs topos, il y a une émergence très rapide de la résistance bactérienne aux phages utilisés en quelques heures. On sait également bien depuis maintenant des décennies les mécanismes qui sont impliqués dans cette résistance bactérienne contre l'infection par les phages, avec deux grands types de mécanismes. Des mécanismes qui empêchent l'absorption du phage à la surface de la cellule, c'est-à-dire la reconnaissance du virus, de la reconnaissance de la bactérie par le virus, en se fixant sur son récepteur. Et puis, il y a ensuite d'autres mécanismes de défense qui sont maintenant de plus en plus connus, de mieux en mieux découverts, qui sont les systèmes intracytosoliques bactériens de défense et qui empêchent la réplication virale. Enfin, on sait également qu'une bonne partie de ces mécanismes de résistance sont associés à une diminution de la virulence bactérienne, notamment tous ceux qui touchent l'enveloppe bactérienne, puisque une partie de ces composants de la paroi bactérienne sont des facteurs de virulence pour la bactérie, mais ce n'est pas systématiquement retrouvé. Et en ce qui concerne le contexte de la phagothérapie, finalement, il y a très très peu de données dans la littérature, et surtout sur les mécanismes de résistance qui sont impliqués dans la résistance bactérienne aux bactériophages. On sait que ça existe, ça a été documenté de nombreuses fois, et ça a surtout été documenté de façon très épisodique, sans essayer de comprendre ce qui se passait. Et au laboratoire, dans un modèle murin de phagothérapie, alors c'est exactement le même modèle que Laurent vous a présenté, sauf que cette fois-ci, c'est en utilisant Escherichia coli. Donc, on infecte des souris par voie intranasale, par une souche d'Escherichia coli pathogène, et on la traite par une dose unique d'un bactériophage une fois en local, donc en intranasal. Et vous pouvez voir à droite que ce modèle, en fait, il est aussi efficace qu'un traitement classique par antibiotique, par C3G, que l'on donnerait tous les jours.
Dans ce modèle, évidemment, c'est un modèle très virulent, puisqu'en 72 heures, si on ne les traite pas, donc c'est en vert, toutes les souris meurent. Et en bleu et en noir, donc c'est les courbes du haut, eh bien, si on ne traite pas le phage, on est aussi efficace que par les antibiotiques. Et donc, ce qui nous intéressait, c'est que dans ce modèle, eh bien, même s'il n'y avait pas d'échec de résistance, puisque dans ce modèle, évidemment, le système immunitaire fonctionnait, quels pouvaient être les clones résistants qui émergeaient au cours du traitement et de façon populationnelle, c'est-à-dire en essayant de regarder à grande échelle. Alors, on a récolté près sur 7 souris différentes, près d'une centaine de bactéries donc, qui persistaient au cours du traitement à 2 étapes, 10 heures et 24 heures du traitement. Et puis, on a regardé quels étaient les mécanismes de résistance qui pouvaient apparaître, notamment en sélectionnant donc, les bactéries résistantes émergentes et puis en regardant leur mutation, puisque les mécanismes dits génomiques, donc qui vont être expliqués par une mutation, sont plus difficilement réversibles lorsqu'on arrête la pression de sélection par le phage. Et ce qu'on a observé, c'est que donc, sur 53 mutants différents uniques retrouvés donc, parmi tous ces clones résistants au phage, 75% survenaient sur un gène responsable de la biosynthèse du lipopolysaccharide et 20% sur des gènes de l'opéron de production de la capsule K15 chez cette souche d'Escherichia coli. Les gènes en vert, ce sont des protéines transmembranaires, mais on observait que ces mutations survenaient de façon toujours concomitante, soit une mutation dans le LPS, soit dans une mutation dans les gènes de la capsule. Donc, ce qu'on observait, c'était des mutations chez ces clones résistants aux bactériophages thérapeutiques dans 2 composants de la paroi bactérienne. Et donc, on a essayé de mieux comprendre quels étaient les mécanismes. On sait que ça va probablement impacter l'absorption du bactériophage dans ce contexte thérapeutique. Pardon, excusez-moi. Et donc, on a essayé de comprendre les mécanismes en détail. Donc, pour le mécanisme prédominant, qui est celui d'altération du lipopolysaccharide, on s'est intéressé donc à certains de ces clones un peu spécifiques. Et donc, ce qu'on a observé, c'est que lorsqu'on les transcomplémente, en rapportant le gène sauvage dans la souche mutée, eh bien, on restaurait la sensibilité, indiquant bien que cette mutation était responsable de la résistance aux bactériophages. C'est le graphique de gauche. Et ensuite, on a montré que cette mutation, cette résistance était liée à un défaut d'absorption. Ce que vous voyez, c'est que le mutant sur le gène du LPS GALU, donc qui est avec les ronds vides, donc les phages dans le milieu ne s'absorbent pas du tout au cours du temps, et donc la quantité de phages dans le milieu reste similaire tout au cours du temps. Alors que lorsque l'on complémente ces souches mutées avec le gène, la version sauvage du gène, eh bien, c'est les points rouges pleins. Vous voyez que eh bien, la quantité de bactériophages au cours du temps diminue dans le milieu, indiquant une absorption donc, des phages dans la cellule bactérienne de façon similaire à ce qu'on observe dans la souche bactérienne initiale sauvage en noir. Et donc, ce que l'on observe ici, c'est une troncature en fait, d'un point de vue mécanistique de la production de ce sucre en fait, qui, au niveau de l'outer core du LPS, et donc, qui est donc, le récepteur de ce phage. Donc, dans la plupart des cas, la mutation induit une modification du récepteur, et ça, c'est un mécanisme assez connu au niveau de la résistance aux bactériophages. Le deuxième mécanisme, qui est plus minoritaire, qui est celui de la capsule K15, on a adopté la même stratégie pour savoir si les capsules, qui sont aussi décrites comme des récepteurs de phage, étaient dans ce cas-là un récepteur, je dirais, alternatif au phage 536P1. Et dans ce cadre-là, on ne retrouve ni restauration de sensibilité, ni restauration de l'absorption du phage en restaurant la version sauvage des gènes qui étaient mutés. En revanche, ce que l'on observe, c'est, alors je suis désolé parce qu'on ne voit pas très bien, mais en microscopie optique, lorsque l'on marque la capsule avec des anticorps spécifiques de la capsule, on observe que la capsule, l'épaisseur de la capsule est beaucoup plus importante au niveau des souches qui sont résistantes et qui ont été mutées sur un gène de la capsule par rapport à la souche sauvage. Et ça se traduit ici de façon quantitative avec une plus grande agglutination de ces souches qui ont une mutation sur un gène de l'opéron de la capsule par rapport à la souche wild type.
Et donc, il s'agit d'un deuxième mécanisme qui est aussi connu, mais qui était beaucoup plus suspecté d'être beaucoup moins fréquent dans la résistance aux bactériophages, qui est donc l'hypercapsulation, qui induit un masquage du récepteur. Et cette hypercapsulation, ce n'est pas, je dirais, un mécanisme spécifique d'un phage, mais si on produit plus de capsules, eh bien, on pourrait aussi résister à davantage de phages de façon indifférente en masquant plusieurs récepteurs de phages. Alors la question, c'était de savoir si ces mécanismes de résistance aux bactériophages avaient un coût dans ce cadre-là pour la fitness bactérien. Et donc ce que l'on observe, c'est que lorsque la plupart des situations où la bactérie a résisté en mutant son lipopolysaccharide, eh bien, vous le voyez en rouge, dans le modèle d'infection murine, eh bien, elle devenait presque avirulente puisqu'il n'y avait à peine 5% de mortalité. En revanche, les mutants de la capsule K15 restaient aussi virulents que les souches wild-type, ce qui indique que, même si c'est un mécanisme minoritaire, potentiellement, la résistance aux bactériophages ne s'accompagne pas d'une diminution de virulence, contrairement aux données qui avaient déjà été présentées dans les quelques cas dans la littérature, dans les quelques modèles qui s'intéressaient à la résistance aux bactériophages, où systématiquement on retrouvait une diminution de virulence chez les souches qui résistaient aux bactériophages thérapeutiques. Alors, la question maintenant, c'est qu'on voit qu'il y a une problématique pouvant émerger de la résistance aux bactériophages, notamment sur le problème d'une persistance d'une virulence. Et donc, peut-on prédire ces mécanismes de façon facile pour pouvoir choisir le bactériophage le plus pertinent à donner en phagothérapie? Alors, ce que l'on peut voir ici, c'est qu'on a fait exactement les mêmes choses en in vitro, et ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait une convergence mutationnelle entre les conditions in vitro, donc en laboratoire dans un tube à essai, et ce qu'on retrouvait dans le contexte d'une phagothérapie. Et donc ça au niveau à la fois des voies de biosynthèse utilisées, mais également des gènes. C'est ce que vous avez entre les clones violets et les clones jaunes. Donc peut-être une prédictibilité du type de mécanisme qui serait facilement prédictible en in vitro. En revanche, ce que l'on observe, c'est est-ce qu'on peut prédire le coût sur le fitness bactérien de ces mécanismes en in vitro également. Alors on s'est intéressé à deux autres tests classiques de résistance, d'études du fitness bactérien en in vitro. Un premier qui est de savoir s'il y avait une altération de la croissance bactérienne différenciée entre les deux mécanismes de résistance. Ce que vous observez à gauche, c'est qu'effectivement, tous les clones résistants aux bactériophages ont une altération de leur croissance bactérienne, comparée au wild-type en noir, mais qu'on ne peut pas distinguer les deux mécanismes de résistance de ce point de vue-là. En revanche, ensuite, on s'est intéressé à un deuxième test in vitro, qui est un test qui teste la phagocytose d'une amibe sur ces bactéries. Alors pourquoi choisir ce modèle-là? Tout simplement puisque la phagocytose des Escherichia par ces amibes sont à peu près similaires à ce qui se passe par les macrophages dans les poumons. Et la deuxième chose, c'est que ce modèle avait montré une corrélation entre la résistance à la phagocytose amibienne et la virulence des souches d'Escherichia coli dans un modèle de sepsis. Alors on a essayé de voir si il se passait la même chose dans nos clones qui étaient mutés. Effectivement, ce que l'on observe, c'est que la souche sauvage, donc 536 initiale, elle est résistante à la phagocytose amibienne. On observe bien une resensibilisation de tous les clones qui étaient mutés, indiquant donc une meilleure reconnaissance par l'amibe de ces souches d'Escherichia coli. En revanche, on n'arrive pas à distinguer de résistance à la phagocytose entre les deux mécanismes de résistance et donc à retrouver la différence de virulence que l'on retrouve dans le modèle de phagothérapie. Et donc pas de prédictibilité évidente et rapide du coup de ces mécanismes de résistance en termes d'impact sur la virulence bactérienne. Alors, quelle solution pour contrecarrer la phagorésistance? On l'a vu, il y a des mécanismes de résistance, c'est ce qui avait surtout été retrouvé dans la littérature et dans la majorité des cas dans ce modèle, c'est qu'il y a une perte de virulence. Et donc,
si on parle de perte de virulence, même si on n'arrive pas à complètement stériliser le poumon, ce n'est pas très grave puisqu'il n'y aura pas d'échec en termes de traitement, puisque à ce moment-là, les bactéries qui seraient persistantes à cause d'une résistance aux phages ne seraient plus virulentes. Et donc, certains proposent effectivement la phagothérapie comme une stratégie d'atténuation à la virulence, mais pour ça, il faut pouvoir anticiper le mécanisme de résistance et être sûr qu'il s'accompagne d'une atténuation de virulence. Et on voit que dans quelques rares cas, effectivement, les mécanismes de résistance s'accompagnent d'une persistance de la virulence et donc d'un risque d'échec thérapeutique. Donc, il faut absolument empêcher l'émergence de cette résistance, ou en tout cas avoir des stratégies anticipées déjà avant le développement de la phagothérapie au lit du patient, et essayer donc d'optimiser la phagothérapie pour empêcher cette résistance de survenir en imposant une contrainte évolutive. Alors, Aude en a déjà parlé tout à l'heure rapidement. La synergie phage-antibiotique, c'est une des solutions proposées dans la littérature. Donc, avec Laurent et Aude, on l'avait montré chez Pseudomonas. Attention quand même, cette resensibilisation aux antibiotiques souvent est liée au fait que la résistance aux phages induit une mutation dans son récepteur, et ce récepteur est la cause de la résistance aux antibiotiques. Et malheureusement, c'est souvent lié quand le récepteur du phage est une pompe à efflux. Et dans ce qu'on dirait les entérobactéries, en tout cas, les principaux mécanismes de résistance, vous les connaissez bien, ce ne sont pas les pompes à efflux, ce sont les résistances aux bêta-lactamines essentiellement. Pour la deuxième stratégie qui est adoptée, c'est celle d'utiliser plusieurs phages combinés au cours d'un traitement, et plusieurs phages qui vont empêcher la bactérie de résister aux différents phages identiques, et donc probablement avoir des phages qui agissent sur différents récepteurs différents. Alors ça, on a testé ça. Donc globalement, la stratégie qui est adoptée actuellement, c'est de designer des cocktails de phages qui sont dits génériques. En gros, c'est ce que les industriels qui développent la phagothérapie développent, c'est-à-dire ce sont des phages dont la couverture cumulée permet d'avoir le spectre le plus large sur les bactéries que l'on pourrait rencontrer en clinique. Et donc, ce cocktail de phages, on l'a designé avec une couverture maximale de 5 phages qui permettait en fait d'avoir à peu près 80% de sensibilité d'une centaine, de 200 environ souches cliniques d'Escherichia coli qui étaient responsables de ces pneumonies sous ventilation mécanique. Alors, quand on utilise ce cocktail de 5 phages sur notre souche initiale, 536 dans le modèle précédent, ce que vous pouvez voir dans la bande du haut, c'est que finalement, à H20, donc ça c'est des données in vitro pour l'instant, à H20, ce que vous observez, c'est que 75% des phages restent sensibles au cocktail. Donc il reste des phages, mais ils restent sensibles à une partie du cocktail. 8% sont des souches qui ont une sensibilité qui persiste, mais qui est beaucoup diminué, et 16% sont devenus résistants complètement au cocktail. Et ce qui est le plus intéressant, c'est ce que vous voyez sur la droite, c'est que finalement, il y a une grande évolution de tous ces phages. Dans ce cocktail de phages, vous aviez 4 phages différents pour lesquels la souche initiale était sensible, et un phage pour lequel la souche était résistante. Et le phénotype S1, qui est le plus à gauche en vert, c'est le phénotype initial. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a une grande dynamique d'évolution de ces phages au cours du temps, avec des cross-résistances qui se font entre plusieurs phages, des resensibilisations aussi aux phages initiales. Donc là, on n'a pas complètement ces données préliminaires toutes analysées. Ce qui est important de noter quand même, c'est que si vous mettez suffisamment de phages initialement, c'est-à-dire 10 fois plus de phages que de bactéries, il n'y a plus du tout d'émergence de résistance. Vous avez suffisamment éliminé de bactéries très rapidement pour que la croissance bactérienne empêche l'émergence spontanée de mutants. Voilà, donc tout ça pour dire que pour l'instant, les cocktails de phages peuvent essayer de diminuer ou empêcher la phagorésistance. Et donc là où on va aller dans les prochaines étapes, c'est donc l'étude des cross-résistances et des resensibilisations de phages, c'est-à-dire comment un phage en résistant peut resensibiliser un deuxième phage et comment donc mieux designer ces cocktails de phages. Voilà, je vous remercie.
merci beaucoup. Donc, on passe au dernier orateur sur les nouvelles technologies pour le diagnostic de bactéries résistantes, non, pour des infections bactériennes, tout bêtement. Pierre Marcoux. Bonjour, donc je suis Pierre Marcoux, physico-chimiste au CEA Grenoble. Je travaille dans un laboratoire d'électronique donc sur les technologies de diagnostic des infections bactériennes. Je vous présentais un petit aperçu de ce qu'on fait en matière de diagnostic. Donc on a une première activité qui consiste à implanter du diagnostic là où il n'y en a pas. Donc c'est les milieux isolés, les pays en voie de développement. Donc là on travaille sur des technologies d'identification sans marquage. Donc une première techno pour rendre le flacon d'hémoculture intelligent, c'est-à-dire détecter la bactérie responsable de l'infection sanguine, mais aussi donner son identité à l'espèce, sans marquage évidemment. Une autre techno pour donner l'espèce d'une colonie bactérienne sans la prélever et sans ajout de réactifs, donc une technologie d'imagerie. Et puis on travaille aussi évidemment sur l'antibiogramme rapide et sur le phagogramme rapide. Donc la première technologie pour le dépistage des infections sanguines, ça consiste en fait à implanter de l'intelligence entre guillemets dans le flacon d'hémoculture en rajoutant des électrodes avec différents matériaux d'électrodes. Donc on immerge une plateforme multi-électrode dans l'hémoculture de manière à ce que chaque électrode, qui est constituée chacune d'un matériau différent, puisse nous donner une mesure de potentiel électrique au fur et à mesure de la culture. Donc tout ça, c'est non destructif. Et donc de manière à avoir différents potentiels électriques en fonction du temps de culture. Et ça nous donne en fait une forme de signature électrochimique de la bactérie qui pousse dans l'hémoculture. Et donc ça permet d'avoir une signature électrochimique donc, du pathogène qui est présent dans le sang du patient. Alors le prototype réel, pour l'instant, vous l'avez là en photo, avec une électrode qui passe à travers donc le flacon, après évidemment étanchéification. Alors, comment on peut utiliser cette signature électrochimique de la bactérie qui pousse dans l'hémoculture? En fait, on va effectuer une petite dérivation du potentiogramme pour s'extraire de la dépendance à l'offset et on va en extraire une signature mathématique qu'on appelle un descripteur. Et grâce à une base de données, la base de données est en cours d'acquisition avec des partenaires, le CHU de Grenoble et la PHP, on peut remonter à l'espèce sans ouvrir le flacon. Donc pour donner un exemple, avec une colie dans une hémoculture, donc on part de 40 CFU à T égale 0, vous laissez incuber, au bout de 9 heures, vous avez la détection. Et l'idée, en fait, c'est en laissant incuber sans ouvrir le flacon, 2 heures plus tard, vous aurez suffisamment d'informations pour avoir le gramme à 99%, et en laissant incuber encore plus, vous aurez le genre à 17 heures. Donc effectivement, on n'est pas plus rapide qu'un bon vieux kit Sepsi-Typer du Malditov, mais l'avantage ici, c'est qu'il n'y a plus besoin de main-d'œuvre pour ouvrir le flacon, préparer l'échantillon et faire la spectro de masse. Une autre technologie qu'on dédie aux milieux isolés et aux pays en voie de développement, c'est l'imagerie des boîtes de pétri. Pour déterminer l'espèce d'une colonie bactérienne. Donc là, on va cibler tout type d'infection, qu'il s'agisse d'infections urinaires ou infections pulmonaires. Là, l'idée, c'est d'adresser toutes les infections où ça peut pousser sur boîte transparente, je précise, parce qu'on travaille effectivement en transmission. Donc pour l'instant, ça ne marche pas sur les géloses au sang. Donc c'est une techno en fait d'imagerie en transmission qui est sans marquage, non destructive, qui ne nécessite pas de consommable spécifique. On pose la boîte de pétri sur un capteur d'image qu'on récupère à partir d'appareils photo du commerce, avec un modèle qu'on a bien choisi quand même, un modèle facile à démonter. Et c'est une techno compacte et robuste. Donc l'idée, c'est de procurer pour un labo qui n'est pas du tout équipé en technologie d'identification, une solution d'identification à l'espèce à partir de 5 000 €. Donc on a fait une première base de données sur patients avec un de nos partenaires, le CHU de Bruxelles, sur différents types de prélèvements. Il y avait des hémocs positives, il y avait des lavages broncho-alvéolaires, des infections urinaires, des infections de la peau. Et sur 267 isolats, on s'est focalisé sur les pathogènes les plus courants parce qu'on n'avait pas énormément de temps devant nous.
Donc il y avait Klebsiella, le Staphypis, Staph doré, Coli et Pseudomonas aeruginosa. Et on peut voir qu'en imagerie, donc là on est sensible au morphotype de la colonie. En imagerie, on arrive donc à distinguer des colonies. Là, les images étaient faites à 20 heures. Donc on peut distinguer, sans intervenir sur ces colonies, on peut distinguer donc les bactéries à l'espèce. Donc on avait une identification à l'espèce à 92% au bout de 20 heures d'incubation. Donc aujourd'hui, on poursuit la base de données, là cette fois-ci dans un contexte réel, qui est celui donc de dispensaires plutôt. Alors on l'essaye aussi dans les CHU comme celui de Ouagadougou ou de Cotonou. Mais la technologie est avant tout basée, est destinée avant tout à des dispensaires qui veulent s'équiper d'un laboratoire de bactériologie, donc des dispensaires qui partent de zéro. Donc on a en ce moment une base de données qui est faite à Saint-Jean-de-Dieu à Bocaux, qui a très récemment installé son laboratoire de bactériologie. Et donc, grâce à notre capteur d'image qui fait 24 mm par 36 mm, on peut imager une grande partie de la boîte et engranger de la donnée sur un grand nombre d'isolats bactériens. On peut typiquement avoir 100, 150, 200 colonies bactériennes qui rentrent sur chacune de ces images. Donc, parce que ces technologies, je voudrais revenir en arrière, ces technologies sont basées sur de l'apprentissage profond. Donc, c'est des technologies qui demandent beaucoup d'exemples pour que nos algorithmes d'apprentissage profond puissent reconnaître les images. C'est typiquement plusieurs milliers d'exemples par espèce. Alors dans le domaine de l'antibiogramme, ça fait une bonne quinzaine d'années que les cliniciens nous demandent un antibiogramme en moins de 2 heures. C'est pas évident quand il y a un temps de latence, donc on s'est dit on va carrément abandonner tout ce qui est basé sur l'inhibition de croissance pour essayer de se focaliser sur des méthodes de marquage. Mais trouver une méthode de marquage qui soit non destructive, qui nique pas la croissance et qui soit universelle, c'est pas évident. Donc on est parti sur les marquages métaboliques avec des isotopes. Mais les isotopes, c'est un peu cracra parce qu'ils ne sont pas forcément stables, ils sont coûteux. Donc on est parti sur un isotope qui est très peu cher, le deutérium, qui a le bon goût d'être stable. Et en plus, l'eau, c'est quand même un fournisseur de protons pour l'ensemble des micro-organismes. Même si, d'une espèce à l'autre, les protons ne sont pas incorporés de la même manière par les mêmes voies métaboliques. Donc on est parti sur le marquage à l'eau lourde, le DIP, Deuterium Isotopic Probing, qui a le bon goût donc d'être universel, stable et abordable. Donc pour faire simple, une bactérie antibio-résistante va être en forme, et donc elle va incorporer des grandes quantités de deutérium quand on la met en présence d'eau lourde. Et incorporer des deutériums, ça se voit assez facilement avec des technologies comme la spectroscopie infrarouge ou la spectroscopie Raman, qui sont deux techniques de spectroscopie chimique, on va dire, qui sont non destructives, en tout cas surtout le FTIR, la spectroscopie infrarouge, alors qu'une bactérie antibiosensible, elle va, du fait qu'elle est peu active métaboliquement, ne va pas incorporer ce deutérium. Donc c'est ça le principe. On a choisi de le faire. Alors, je vais vous présenter plutôt les résultats en infrarouge. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait une bonne quinzaine d'années que Bruker vend un biotyper infrared qui se vendait pas trop, franchement, au début. Il commence à sortir dans quelques hôpitaux plutôt pour faire du typage. Donc, c'est-à-dire, en fait, qu'on a une carte, pour faire simple, chimique de la bactérie, et en comparant des empreintes infrarouges entre elles, on peut déterminer si vous avez affaire à deux souches qui sont identiques ou pas. Donc un appareil utilisé pour le typage et qu'on espère détourner pour faire de l'antibiogramme rapide. Donc un atout de cette technologie, c'est que l'appareil il est déjà présent dans certains labos. On le détourne en quelque sorte. Donc juste pour donner un exemple sur deux espèces très courantes, un exemple Coli amoxicilline. Donc en l'absence de donc sur une souche qui est sensible, vous allez avoir un taux de marquage au deutérium après 2 heures d'incubation en présence de l'antibiotique et du deutérium. Vous aurez un taux de marquage qui sera beaucoup plus faible sur la bactérie sensible que sur la bactérie résistante. Donc en abscisse, vous avez la concentration en amox.
Et un autre exemple avec le staphylocoque doré, la gentamicine, donc souche sensible, souche résistante. La souche sensible en bleu donc, va présenter un taux de marquage au bout de 2 heures qui est plus faible que la souche résistante, qui elle voit son taux de marquage insensible par rapport à la concentration en antibiotiques. Dernier volet, c'est celui du phagogramme rapide. Alors là, je ne parle pas trop des cocktails. Au contraire, l'idée, c'est de proposer de l'instrumentation pour les laboratoires qui veulent faire de la phagothérapie personnalisée. Donc là, l'idée, en fait, c'est sur l'isolat qui était prélevé sur le patient, qu'on a caractérisé, qu'on a identifié. Si c'est une Pseudomonas aeruginosa, on va aller chercher dans les frigos les différents phages anti-pseudo qu'on a en stock et on va les tester l'un après l'autre pour déterminer ceux qui sont les plus efficaces. C'est ça l'idée. Alors, comment accélérer ce test? On a choisi de le faire en travaillant sur des toutes petites biomasses bactériennes. Et quelle est la plus petite biomasse bactérienne? C'est la bactérie unique. Donc, en fait, on a choisi de partir sur des systèmes de pinces optiques pour piéger la bactérie à tester. Et notamment, on part sur des pinces optiques qui utilisent très très peu de lumière, notamment de manière à stresser un minimum la bactérie qu'on veut tester. Donc en fait, c'est des pinces optiques qui peuvent travailler avec des puissances lumineuses très très faibles. Donc on est dans l'ordre du microwatt. Microwatt dans l'infrarouge en plus. Donc des longueurs d'onde où l'eau absorbe très peu, ce qui stresse vraiment la bactérie. En fait, elle peut se diviser dans la pince. Même si vous la laissez faire, elle va se diviser dans la pince. Donc comment on fait ces pinces-là? En fait, on part d'un cristal photonique dans lequel on va faire un défaut. On introduit un défaut. Ce défaut va permettre en fait de concentrer la lumière au niveau du défaut. On amène la lumière par le biais d'un guide d'onde. Et donc la bactérie va être piégée au niveau de l'endroit où se concentre la lumière. Et donc on va pouvoir visualiser ce piégeage, alors déjà avec un microscope effectivement, mais l'idée c'est de se passer du microscope à long terme pour simplifier l'instrumentation. Donc comment on peut voir le piégeage sans le microscope? En regardant la quantité de lumière qui passe à travers le guide d'onde. Et donc là, on voit, quand on allume le laser, on a déjà une transmittance de 1 lorsque la cavité est vide. 1, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on normalise la lumière transmise par le guide d'onde. Quand la cavité va piéger une bactérie, alors évidemment, on va piéger une bactérie infectée préalablement par un phage. Donc, quand la bactérie infectée est piégée, comme la bactérie perturbe le défaut dans le cristal photonique, il va y avoir une quantité de lumière dans le guide d'onde qui va passer, qui sera plus importante. Donc, le piégeage se manifeste par une quantité de lumière qui est beaucoup plus importante dans le guide d'onde. Et ensuite, vous avez cette sorte d'herbe. Effectivement, comme la bactérie bouge, déjà par le mouvement brownien, mais aussi par ses flagelles, elle va avoir une perturbation du cristal photonique qui est très variable dans le temps. Donc, on a cette sorte d'herbe en fonction du temps. Mais en fait, ce qu'on voit avec ce système, c'est que le peptidoglycane de la bactérie, sa membrane bactérienne va se dégrader au cours du temps jusqu'à ce que finalement, elle éclate. Et donc, on voit un phénomène de lyse qui nous permet de revenir à la transmittance de la cavité à vide. Donc, en fait, c'est une façon simple de mettre en évidence une lyse bactérienne. Donc, en ce moment, on est en train de travailler sur des métriques pour déterminer si cette lyse est plus ou moins brutale. Notamment, on a pu observer que dans certains cas, on peut repiéger optiquement le cadavre de la bactérie. Donc, ça veut dire qu'en fait, elle a éclaté en des morceaux qui sont suffisamment gros pour que derrière, on puisse les repiéger. Mais ils vont donner une transmittance beaucoup plus faible que la bactérie vivante. C'est une techno qui a le bon goût d'être multiplexable à haute densité, puisqu'en fait, ces dispositifs font quelques microns carrés, donc on pourra en mettre quelques centaines sur une puce en silicium. Et c'est une méthode sans marquage. Je vais remercier les différents partenaires avec lesquels on travaille. Donc, au niveau hospitalier, il y a la PHP, le CHU de Grenoble, le CHU de Lausanne, CHU de Cotonou, de Ouagadougou, et puis l'Institut de médecine tropicale d'Anvers qui nous aide beaucoup. Je vous remercie de votre attention.